Chroniques étranges. L'horreur dans vos oreilles. Le port des écouteurs est fortement conseillé. Il y a des endroits où l'hiver ne finit jamais vraiment. Des endroits où l'on ne compte pas les années, mais les réserves. Là-haut, avant l'hiver, on se demande combien de temps on tiendra. Dans ce village perché en haut de cette montagne, une règle que tous les villageois connaissent subsiste depuis quelques années. Il ne faut surtout pas s'approcher de la forêt, pour la simple et bonne raison que les derniers à y avoir pénétré se sont fait couper la tête. Nous sommes à une époque qu'on ne date pas, et dans un coin qu'on ne situe pas vraiment. Un village de montagne, isolé, où la neige s'installe tôt et repart tard, quand elle repart. Là-haut, les gens se débrouillent comme ils peuvent. Ils ne vivent que grâce à deux choses. Ce qu'ils réussissent à faire pousser, c'est-à-dire pas grand-chose, et surtout, grâce à l'élevage. Et souvent, ce sont des moutons. C'est de la viande, de la laine et du troc. Et parfois la seule façon de tenir jusqu'au printemps. Elliot a 14 ans. Il aide déjà son père tous les jours. Il nourrit les bêtes, il les rentre, il les surveille. Il coupe ce qu'il faut avant l'hiver. Du foin, du maïs quand ça pousse ici, ce qu'ils arrivent à récolter et à stocker. Puis il le porte jusqu'à l'enclos. Il les tond aussi, quand c'est le moment, et il en prend soin. Il ne les abat pas encore, et il redoute le jour où on lui demandera de le faire. Le père d'Elliot est un homme strict, un homme de caractère. Il ne crie pas tout le temps, il n'a pas besoin de ça. Il a cette manière de regarder, de compter, de peser, qui fait que tu te sens de trop, quand tu ne respectes pas les règles. Il compte tout, le sel, le bois sec, les bocaux, et ce que mange Elliot. Hé, t'as pris quoi là ? Elliot ne répond pas tout de suite. Il sait qu'une seconde d'hésitation suffit parfois à déclencher la suite. Je t'ai demandé, t'as pris quoi ? Un morceau ? On grignote pas. Si t'as faim, tu le dis, et on décide. Tu le sais. Ce « on » veut dire lui, comme toujours. Mais Elliot sait que son père fait ça pour leur bien. Ils n'ont pas vraiment le choix. Chez son père, la survie n'est pas une discussion. C'est une ligne droite, et tu marches dedans sans poser de questions. Et il y a une autre règle chez eux. Une règle non négociable. Le potager. Elliot n'y touche pas. Le père s'en occupe seul. C'est comme ça. Avant, c'était la mère d'Elliot qui s'en occupait. Elle savait quoi planter, quand, où, et comment garder quelque chose vivant dans cette terre froide. Elle avait ses habitudes, ses gestes, ses repères. Puis elle est morte. Il y a 2 ans. Depuis, le père a repris le potager, mais à sa façon. Seul, sans aide, comme si c'était une affaire personnelle. Comme si c'était le dernier endroit où il devait garder la main, coûte que coûte. Et Elliot respecte cette limite. Tout près du village, il y a la forêt. On dit qu'un homme étrange, ou ce qui y ressemble, y rôde. Certains disent même qu'il y vit, mais lui aussi semble respecter des limites. Jamais il n'a franchi le bois en plein jour, pour une raison qu'aucun villageois ne connaît. On peut parfois l'apercevoir, très loin, entre les troncs, quand la lumière tombe et que les silhouettes se confondent. Un homme gigantesque, qui semble poilu, trapu, et toujours une hache à la main. Elliot le déteste. Il le déteste parce que, pour lui, ce n'est pas une rumeur. C'est une histoire vraie. Son histoire. Sa mère s'était aventurée dans la forêt une seule fois. Ce jour-là, le père était cloué au lit. Une forte grippe, une fièvre, quelque chose qu'il avait vidé au point de ne plus pouvoir sortir couper du bois. Et s'il ne coupait pas du bois, il passait l'hiver dans le froid. Alors la mère a pris la hache, elle est partie, et elle a dit qu'elle reviendrait vite. Elle n'est jamais revenue. Au petit matin, on n'a retrouvé qu'une seule chose, posée à la lisière de la forêt. Sa tête. C'est à partir de là que la peur s'est installée pour de bon, et que la légende de l'homme à la hache est devenue plus qu'une légende. Ce soir-là, 2 moutons se font vieux. Ils ne mangent pour rien. Elliot baisse les yeux sur son assiette vide, et il sait ce qu'il vient. Il aime ses bêtes. Demain, c'est toi qui t'en charges. Elliot se fige. Il relève la tête, la gorge serrée. Père, Tu prendras le couteau et tu feras ce qu'il faut. On n'a pas le choix. Tu abattras tes premiers moutons. Tu as 14 ans, Elliot. Tu es un homme maintenant.
Elliot a envie de répondre, de dire non, de dire qu'il ne peut pas, qu'il n'a jamais voulu ça, qu'il les connaît, ces bêtes, qu'il les a nourries, qu'il les a soignées, qu'il les aime, même à sa manière. Mais il ne dit rien, parce qu'il sait déjà ce qu'on lui répondra, qu'ils doivent manger, qu'ils n'ont pas le choix. Et il comprend cela. La nuit tombe et Elliot part se coucher. Il ne dort pas. L'idée du sang sur ses mains le rend malade. Il tourne dans son lit, les yeux grands ouverts dans le noir. Et puis, dans son insomnie, il entend un bruit dehors. Il se lève, il s'approche de la fenêtre givrée, il plisse les yeux. Dans le jardin, une ombre se découpe sur la neige. Une silhouette gigantesque. L'homme à la hache. Elliot sent sa gorge se serrer. Ce n'est pas de la peur pure, c'est autre chose. Un mélange de haine, de tension, et de cette image qui revient toujours. La lisière, le matin, et la tête de sa mère. La silhouette obscure et gigantesque dans cette nuit noire semble tenir quelque chose dans ses bras. Non, pas quelque chose. On dirait 2 moutons, un dans chaque bras, comme un enfant soulèverait un simple jouet. L'homme s'enfonce simplement dans la montagne, en direction de la forêt. Elliot est paralysé. Il veut hurler. Il veut réveiller son père. Mais il regarde la porte fermée de la chambre paternelle. Et il ne fait rien. La peur du monstre dehors est terrible. Mais la peur de la colère de son père est pire. Il sait ce qui lui arrivera s'il se trompe. Hébété, Elliot regarde la silhouette de ses bêtes disparaître dans la nuit, emportée vers la montagne. Et il retourne se coucher, en silence. Au matin, Elliot est réveillé par la lueur du soleil qui traverse la fenêtre. Le père est debout devant l'enclos. Il ne bouge pas. Il regarde juste le vide, là où les bêtes devraient être. Elliot se précipite dehors en le voyant par la fenêtre. Il arrive en courant, le souffle court, la veste mal fermée. Il voit l'enclos, les 2 vieux moutons manquent, et des traces de pas au moins 2 fois plus grandes qu'un homme normal sont formées dans la neige. Et il voit le dos de son père. Il ne s'était donc pas trompé. Il sait qu'il aurait dû le prévenir. Père, Le père se retourne lentement. Son visage est gris comme la pierre. ils ne sont plus là. Elliot sent la panique monter. Il n'a désormais plus le choix d'expliquer à son père ce qu'il a vu. Maintenant, à la lumière du jour, la terreur de la veille lui semble stupide. Je l'ai vu. Je l'ai vu, père. Cette nuit. Le père plisse les yeux et saisit le bras du garçon. Tu l'as vu? Oui, l'homme de la montagne, il était là. Il était immense. Il les a pris sous ses bras et... Tu l'as vu? Et tu n'as rien fait? Tu n'es même pas venu me chercher? Elliot bafouille. J'avais peur que tu... Que je quoi? Que je te gronde si tu te trompais? Tu n'es plus un enfant, Elliot. Ce monstre a déjà assez volé de bêtes au village pour qu'on reste les bras croisés. J'aurais dû m'en douter. C'est toujours quand on décide de les abattre qu'il nous les vole. À croire que ce monstre nous observe. Le père le lâche avec dégoût. Elliot recule et manque de tomber. Tu mens, Elliot. Ou alors tu es un lâche. Et je ne sais pas ce qui est pire. Tu as regardé notre nourriture partir sans bouger le petit doigt. Comme ta mère, toujours à regarder et à fuir la réalité. C'est notre nourriture qui s'est envolée. Le père rentre à la maison. Elliot le suit, la tête basse. Le père va vers l'armoire au fusil. Elliot a un espoir. Si son père sort le fusil, c'est qu'il va chasser, qu'il va régler le problème. Mais le père ne sort pas la clé de l'armoire. Il va dans le coin, près de la cheminée. Il attrape la vieille hache, celle aux manches usées par des années de coupe, et il la tend à Elliot. Tiens. Le garçon regarde l'outil. Il pèse une tonne dans ses mains d'enfant. Père, le fusil? Le fusil. Pourquoi faire? Tu trembles déjà. Tu vas gâcher une balle. Les balles, ça coûte de l'argent, et tu nous en as déjà assez fait perdre pour aujourd'hui. Le père s'assoit et se sert une boisson chaude, calmement. C'est ta faute, Elliot. C'est toi qui n'as pas donné l'alarme. C'est toi qui as laissé faire. Alors c'est toi qui répares. Tu vas y aller. Tu vas suivre les traces. Et tu vas me ramener mes bêtes. Ou au moins de la viande. Elliot regarde par la fenêtre. La forêt. Cette masse noire où sa mère est entrée pour ne jamais revenir entière. Mais tu as dit qu'il ne fallait jamais... J'ai dit qu'on n'avait pas le choix. Il tape du poing sur la table. Tu assumes les conséquences. Sors d'ici et ne reviens pas les mains vides. Elliot marche. Il a mis son gros manteau de laine, mais le froid passe à travers. La hache pèse sur son épaule. Il suit les traces.
Elles sont profondes, énormes, des pas qui ne ressemblent à rien d'humain. Il arrive à la lisière, la limite invisible, le territoire du monstre qui a décapité sa mère. Devant lui, les sapins sont si serrés qu'il fait presque nuit en dessous. Il hésite, mais derrière lui, il y a la maison, et son père posté là, à la fenêtre, bras croisés, le fixant. Entre la peur de mourir et la peur de décevoir, Elliot a choisi. Alors il avance, et il marche longtemps. Tant que je rentre avant la nuit, je ne risque rien. Se dit-il. La forêt est un labyrinthe. Les traces montent, descendent, tournent. Le jeune garçon est épuisé. Il n'a rien mangé depuis la veille au soir. La hache lui scie l'épaule. Il se sent observé. La panique commence à monter. Il entend parfois des petits craquements. Trop discrets pour être des pas de géant, mais assez forts pour lui paraître être suivi d'assez près. Il accélère alors. Il ne regarde plus vraiment où il met les pieds. Il veut juste retrouver ses maudits moutons et rentrer. Il court presque maintenant. À un moment, il croit voir de la fumée dépasser de la cime des arbres. En avançant, la tête regardant le ciel, son pied se prend dans quelque chose. Il se met à dévaler la pente de la montagne, sans ne rien pouvoir faire. La hache lui échappe des mains. Le ciel, les arbres, la neige, tout se mélange. Puis, un choc violent contre la tempe. Le réveil n'est pas vraiment brutal. Il est plutôt pâteux. Elliot a l'impression d'émerger d'une eau trouble et glacée. La première chose qu'il sent, ce n'est pas la douleur. C'est l'odeur. Ça sent la résine de sapin, la viande fumée et la vieille laine. La douleur arrive ensuite, comme s'il avait reçu un coup de marteau dans le crâne, pile sur la tempe. Il ouvre les yeux. Il fait sombre, mais chaud. Il porte une main à sa tête et il sent un linge humide et froid. De la glace pilée enveloppée dans un chiffon propre. Quelqu'un semble l'avoir soigné. Il se redresse brusquement, le cœur battant à tout rompre. Il n'est pas dehors, il est dans une cabane, ou une grotte aménagée. Les murs sont faits de troncs bruts, énormes. Le feu craque dans l'âtre de la cheminée sur laquelle est posée une marmite qui doit faire à peu près sa taille. Mais surtout, il n'est pas seul. Il entend ça, et tout son ventre se retourne. Dans sa tête, c'est immédiat. La hache, le sang, la légende. Puis le son s'arrête. Dans le coin de la pièce, assis sur une souche, il y a une montagne. L'homme des bois. Il est là, en chair et en os. Il est encore plus grand que ce qu'Elliot avait imaginé. Même assis, ses épaules semblent toucher les poutres du plafond. Il est couvert de peau de bête. Ses cheveux sont une crinière emmêlée et sa barbe semble ne pas avoir été coupée depuis des années. Il ressemble à un ours qui aurait appris à s'asseoir. Mais il paraît étonnamment assez jeune, sous cette touffe de poils. Dans ses mains gigantesques, il tient quelque chose. Elliot plisse les yeux. C'est la hache, celle que son père lui a donnée. Entre les doigts du géant, elle ressemble à un cure-dent. Elliot se colle contre le mur, terrifié. L'image de sa mère lui revient. La tête tranchée, le sang sur la neige. La colère prend le pas sur la peur. Une colère d'enfant blessé. C'est toi, l'ordure. L'homme ne bouge pas. Il lève lentement les yeux. Il est calme. Seul son souffle animal se fait entendre. Il lance ce qu'il a dans son autre main, une laine chaude. L'enfant sursaute, et il reprend. T'as tué ma mère. Elliot hurle presque. Il cherche une arme des yeux. Rien, juste cette masse immobile en face de lui. Réponds. Pourquoi tu me tues pas? Vas-y, coupe-moi la tête comme t'as coupé celle de ma mère. Le géant ne répond pas. Pourquoi tu m'as emmené ici? Manger. L'homme se lève et avance. Elliot se protège le visage avec ses bras. Il attend le coup. Mais le coup ne vient pas. L'ombre du géant le recouvre. L'odeur de la forêt est plus forte. L'homme tend la main. Elliot recule, acculé. Mais la main ne frappe pas. Elle s'ouvre. L'homme pointe un doigt épais vers le visage d'Elliot, puis vers la porte, puis vers le sol. Il ouvre la bouche. On dirait que parler lui demande un effort surhumain, comme soulever un rocher. Sa voix est un véritable grondement de basse qui fait vibrer la poitrine d'Elliot. Citrouille. Elliot reste figé, la bouche ouverte. Quoi?
L'homme fronce les sourcils. Concentré, il insiste. Citrouille. 2 sous. Ces mots n'ont aucun sens. Le silence retombe et l'homme recule pour se rasseoir sur sa souche. Elliot entend juste le feu qui craque. Il regarde ce géant. Il regarde la hache posée sur la souche. Et il regarde la porte entr'ouverte qui laisse passer un filet d'air froid. L'instinct de survie reprend le dessus. La confusion est trop forte. Ce n'est pas un sauvetage. C'est un piège. Il en est sûr. Et on ne dîne pas avec le diable. Il se jette vers la sortie. Il s'attend à être agrippé, broyé, mais personne ne le retient. Il pousse la lourde porte en bois et court. Il ne sent plus sa douleur à la tête. Il ne sent plus le froid. Tout ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui. Il dévale la pente, trébuche, se relève, mais il ne se retourne pas. Pourtant, au fond de lui, il sait que l'homme n'est pas très loin derrière. S'il s'était retourné, il aurait vu l'homme immense, debout sur le seuil de sa cabane, immobile. Il court vers le village, vers la maison, comme un agneau égaré. Le garçon est enfin devant la porte. Il a froid, il a mal à la tête, mais surtout, il a peur. Mais ce n'est plus de l'homme dans les bois qu'il redoute. Il n'a pas ramené les moutons, et il n'a pas ramené de viande. Dans l'encadrement, le père le regarde, comme s'il attendait là depuis son départ. Il ne regarde pas son fils blessé. Il fixe ses mains, vides. T'as rien. Elliot secoue la tête, incapable de parler. Le père ne crie pas. Il a ce petit sourire triste et rempli de déception qui fait plus mal qu'une gifle. Je m'en doutais. T'es revenu, Bredouille. Père, j'ai failli... Tu ne rentres pas. La voix du père est étouffée par le vent qui s'engouffre par la porte encore ouverte. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Il est grand temps que tu comprennes certaines choses. Dors avec les bêtes. Si t'as froid, tu n'auras qu'à te serrer contre elles. La faim lui tord l'estomac, mais son esprit est ailleurs. Il repense à la chaleur de la tanière qu'il a fui, à la couverture qu'il a refusée, et à ce mot débile. Citrouille. Pourquoi il a dit ça? Elliot s'endort avec cette énigme qui tourne en boucle dans sa tête. Les jours passent et la faim s'installe vraiment. Le père ignore son fils. Il fait comme s'il n'existait pas. Jusqu'à ce matin-là. Le père est dans le jardin, près de la clôture. Il appelle. Elliot, viens voir ça. Elliot s'approche. Dans la neige, juste à la limite du jardin, il y a un de leurs moutons, mort. Il n'a aucune blessure, pas de sang, pas de morsure. Il est juste là, posé comme une offrande. Le père sourit, un vrai sourire cette fois. Tu vois, la chance tourne. Ou alors la bête a eu pitié de nous. Il sort son couteau. Allez, aide-moi à le tirer. On mange de la viande ce soir. Ce soir-là, il mange. Le père se goinfre, rattrapant les jours de privation. La graisse coule sur son menton. Elliot, lui, mange plus lentement, l'esprit occupé. Il regarde par la fenêtre. Il voit le potager, les citrouilles, couvertes de givre qui ressemblent à des crânes blancs sous la lune. Citrouille. 2 sous. Le père s'essuie la bouche. Qu'est-ce que tu as? Mange. C'est peut-être la dernière fois avant longtemps. Elliot se lève. J'ai assez mangé. Rassieds-toi. Je vais vérifier l'enclos. Je reviens. Le père hausse les épaules et se resserre. Elliot ne va pas à l'enclos, il va au potager. Là où c'est interdit. Là où le père passe ses journées à retourner la terre. Il prend une pelle qui traîne contre le mur. Il avance jusqu'à la plus grosse citrouille, celle qui a poussé trop vite et qui est presque trop ronde et trop parfaite pour ce climat. Et il creuse. Il creuse. La terre est dure, mais il tape fort. La rage lui donne de la force. 2 sous. Il creuse encore, quasiment un demi-mètre. Mais il n'y a rien, juste des racines. Il est prêt à abandonner. Il se dit qu'il est fou, qu'il a écouté un monstre. Et puis, la pelle tape quelque chose de plus mou. Il s'arrête et se met à genoux. Il gratte avec ses mains. Il enlève la terre, puis il voit un tissu. Il en est quasi sûr. Il connaît ce tissu. Son cœur se met à battre fort, 2 fois plus vite. Alors il gratte encore, frénétiquement. Une main apparaît, blanche, gelée. Puis une épaule. Elliot a le souffle coupé. Il dégage alors le reste.
C'est sa mère. Elle est là, entière. Enfin, presque. Le corps est conservé par le froid. On dirait qu'elle dort. Mais il manque la tête. Et sur son corps, des traces. Pas des traces de griffes ou des traces de dents. Des bleus, des os cassés, des traces de coups. Et un bras est tordu dans un angle impossible. Elliot recule, horrifié, le souffle coupé par la nausée. Tout se bouscule dans son esprit, mais des morceaux s'assemblent. La soi-disant grippe du père, le départ forcé de la mère, la légende du monstre bien pratique. Et si ce n'était finalement pas l'homme de la forêt qui avait tué sa mère? Une ombre s'étend sur le trou et le corps de sa mère. Elliot se retourne lentement. Son père est là. Il tient la hache à la main. Il ne sourit plus. Je t'avais dit de ne jamais toucher au potager, Elliot. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude dans 2 semaines pour la seconde partie de cette histoire, qui se voudra sanglante. J'espère que ça vous plaira car c'est selon moi le meilleur épisode de la chaîne à ce jour. Je vous dis à bientôt, si vous osez revenir. Chaque épisode me demande des dizaines d'heures de travail en dehors de mon activité salariée. Et les revenus publicitaires couvrent à peine les frais structurels du podcast. C'est pourquoi j'ai créé un petit abonnement qui vous permettrait de soutenir la chaîne. Pour moins de 3€ par mois, il vous permet d'avoir accès à tous les épisodes sans pub, en son haute définition et en avant-première, la veille de leur sortie. C'est ce qui va permettre aux Chroniques étranges d'exister. Alors merci infiniment pour votre soutien. Abonnez ou non.